Merci, Catherine. Je ne sais pas si on m'entend bien, oui, Oui, oui. super. Bon, merci pour vos paroles, Catherine, Catherine l'Arboisienne. Ouais, moi, je suis un néo-franc-comtois, hein, puisque je suis cévenol quand même d'origine par mes 4 grands-parents. Donc, il nous appartient avec Patrice Cousigou de conclure. C'est une difficile tâche, bien sûr. Mais je voudrais d'abord, avant tout, vous rendre hommage, Catherine, rendre hommage à notre directrice des actions et de la communication et à toute votre équipe pour votre efficacité et pour la réussite de ce colloque. Ce n'était pas évident de réussir cette vidéoconférence. Et puis, je vous remercie pas seulement pour ça, mais aussi en tant que fondateur, en effet, quand j'ai été un peu le starter, mais vous avez été tous bien plus. Il y a 5 ans, avec Daniel Seffer, et ceci après, je dois dire, des années de tentatives bien déçues. Si vous savez les expériences négatives que j'ai vécues avant de pouvoir créer cette association, c'est assez inquiétant quand même pour certains comportements. Alors, c'est pour moi un bonheur de constater le développement de SPS grâce à vous tous, grâce à donc Eric, à Catherine, Eric et son impressionnant dynamisme. Et puis à tout le bureau de SPS, et je ne vais pas tous les citer, ils seraient à citer tous, oui. Enfin, témoigne de ce développement la richesse des exposés et des échanges des tables rondes qui témoignent des liens que nous avons avec toutes ces personnes, ces institutions, car nous vivons de partenariat, de collaboration, hein, c'est clair. Et ça, c'est l'art de Catherine et d'Éric d'assembler tous ceux qui sont susceptibles d'aller dans ce sens, de prendre en soin les souffrances des soignants. Alors, de ces témoignages, il résulte beaucoup d'exigences, énormément d'exigences, beaucoup d'invitations, sinon même des injonctions pour SPS. On peut peut-être dire que le bien-être des soignants et plus largement des professionnels de la santé dépend au bout du compte de la qualité de la relation soignante au sens large, qu'ils peuvent établir, qu'ils peuvent réussir à établir malgré toutes les difficultés, aussi bien avec les soignés qu'avec aussi les autres professionnels de la santé, afin d'aboutir à une relation de confiance. Parce que la confiance est un mot superbe, c'est la foi en soi, mais c'est surtout la foi dans les autres qui permettent d'aboutir à des soins qui ont du sens, à des soins qui sont habités par la bienveillance, par la sollicitude, par la compassion. Alors pour tout ça, je vais laisser la parole à mon cher ami Patrice Cousigou, dont ses valeurs, et en particulier la relation soignante, sont au cœur de son engagement à la fois professionnel et universitaire, à la fois au CHU et à l'Université de Bordeaux, mais aussi au plan national. Il a une vision distanciée, globale, qui va prolonger, je pense, et conclure ce qui a été exposé. Alors Patrice, tu as la parole. Malheureusement, on ne peut pas te voir parce qu'il n'y avait pas de caméra qui était utilisable, mais tu as la parole. Merci. Merci Pierre. Effectivement, vous ne pouvez pas me voir, ma caméra est en panne et je m'excuse. Et j'en ai profité lâchement pour me dire, pour me remplacer, je vais mettre des images, puisque la majeure partie de mes exposés sont faites avec des tableaux de peinture. Et si vous pouvez mettre la première diapositive, donc j'espère que vous allez pouvoir la voir, eh bien, elle vous donnera déjà à réfléchir et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi. Ça me permettra en avant de remercier SPS, Madame Cornibert, que je trouve tout à fait remarquable. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait, ainsi que mon collègue
Éric Lévy, que je ne connais pas, mais j'ai plaisir à saluer un Breton, parce que je suis moi-même breton et extrêmement fier de l'être. Et en vous écoutant il y a quelques minutes, je me disais, il est beaucoup mieux placé que moi pour faire la conclusion, parce qu'il a dit beaucoup, beaucoup de choses essentielles. Et bien sûr, merci aussi à toi, Pierre, pour l'amitié dont tu m'honores. C'est une frustration pour moi de ne pas vous avoir rencontré. Voilà l'image, j'espère que vous la voyez. Et cette frustration, elle est parce que je ne peux pas vous montrer les diapositives sur lesquelles je m'appuie habituellement, et puis que je n'ai pas la possibilité de vous rencontrer. Je me faisais une joie et un épanouissement personnel d'être en contact avec vous. Donc, il y a eu aujourd'hui une richesse très, très importante. Et comment conclure? Ça ne peut pas être une conclusion, bien évidemment. Cela dit, je voudrais la remettre en perspective vis-à-vis d'un paradigme que j'essaye de développer depuis quelques années, qui est celui de la médecine des comportements. Cette médecine des comportements, c'est une nouvelle médecine, à mon sens, par rapport à la médecine du XXe siècle. Au XXe siècle, c'était les maladies aiguës et on parlait du clinicien. La personne était couchée, alitée. Clean, c'est le lit. Donc, quand on parle de clinicien, a priori, on s'occupe de personnes qui sont alitées. Tandis qu'au XXIe siècle, ce ne sont plus les maladies aiguës, même à la période de la Covid-19, ce sont les maladies chroniques qui sont responsables 9 fois sur 10 des décès en France. Et à partir du moment où on parle de maladies chroniques, eh bien, on parle de personnes qui, pendant longtemps, ont peu ou pas de symptômes avant les aggravations, et on est à la période de l'homme debout. C'est la personne humaine qui est debout. Et ce n'est plus le clinicien uniquement qui va soigner ces personnes-là, ce sont les soignants qui sont certes toujours des médecins, mais pas uniquement. C'est aussi tous les autres soignants, et ils sont nombreux, je ne vais pas pouvoir les citer tous, les infirmières, les pharmaciens, les sages-femmes, les préparateurs en pharmacie, les psychologues, etc. Et la reconnaissance qu'ils devraient avoir, c'est un terme qui a été utilisé plusieurs fois, reconnaissance. Cette reconnaissance, elle n'est pas au niveau, parce que maintenant, ce n'est plus que le clinicien qui s'occupe de ces personnes, mais les soignants en général, et le panel des soignants est extrêmement vaste. Le problème, c'est que pour les reconnaître, et vous les avez en fait sous les yeux, vous avez, selon votre imaginaire, des infirmières dans une case, des médecins ailleurs, des psychologues dans un autre endroit, des pharmaciens, je regarde les poires à ce moment-là, mais pas, ou bien les tomates, vous regardez ce que vous voulez. Chaque corps de métier est dans son ensemble remarquable. Il y a toujours des brebis galeuses, mais remarquable. Et pour justement qu'ils ne dépérissent pas, il faut les maintenir en bonne santé et SPS s'en occupe. Mais on est dans la segmentation, on est dans la balkanisation, on est dans le découpage en tranches, chacun dans sa case. Et on est en fait dans un isolement, terme qu'on a entendu très régulièrement. Et on a entendu aussi très souvent le terme prise en charge, prise en soin un peu plus souvent pour les soignants, mais le terme prise en soin me paraît beaucoup plus adapté dans beaucoup de situations avant les grandes complications que de parler de prise en charge, et je parlerai aussi d'accompagnement. Donc, à travers ce que je viens de brosser, quelles sont les actions qui sont déjà en place et quel est le futur? Les actions, ça a été bien dit, ce sont les actions de formation initiale et continue. Et cette formation initiale et continue, je ne vais pas la reprendre en totalité, je vais simplement ajouter qu'à Bordeaux, j'ai déjà mis en place en 4e année de médecine un enseignement sur cette médecine des comportements, dont la première partie va expliquer pourquoi les personnes se comportent de telle ou telle manière, parce que si les maladies chroniques sont maintenant le principal des causes de morbimortalité, elles sont liées à des facteurs de risque bien classiques comme le tabac, l'alcool, la nutrition en qualité,
l'activité physique, la sédentarité souvent oubliée, la qualité du sommeil, les apports en sel. Donc tout ça, à titre individuel, ça part de loin. Et si les gens se comportent de telle ou telle manière, ça part souvent depuis la femme enceinte. On a entendu tout à l'heure une femme enceinte qui générait des enfants et qui se séparait dans la théorie de l'attachement. Eh bien, dès la femme enceinte et les premières années, le mode de vie, le matelas affectif qui est donné ou pas, va souvent préjuger du futur. Et donc, si les soignants sont plus conscients du pourquoi du comportement des personnes, ils seront mieux placés pour pouvoir les aider et s'aider également eux-mêmes. Et dans la troisième partie, c'est l'approche non médicamenteuse. Non médicamenteuse, pourquoi? Parce que pendant longtemps, les personnes n'ont pas besoin de médicaments, il est surtout nécessaire qu'elles évoluent dans leur comportement. Et pour ce faire, dans cette troisième partie, j'inclus les pratiques soignantes complémentaires dont Grégory Nino a parlé, mais ces pratiques soignantes complémentaires sont intégrées dans une manière de voir, et s'il y a déjà 10 heures qui sont individualisées pour le deuxième cycle, c'est bien, mais à mon avis, il faut les mettre dans un contexte, parce que ces pratiques soignantes complémentaires, qu'elles progressent sur le plan scientifique, pourquoi pas, mais on ne va pas tout régler avec la science dans le domaine médical comme dans notre monde en totalité. Ces pratiques soignantes complémentaires, pour moi, elles sont de deux ordres. Il y a celles qui mobilisent la personne et celles qui viennent complètement de l'extérieur. Celles qui mobilisent la personne, eh bien, a priori, elles vont être efficaces. On a parlé de la méditation pleine conscience, on aurait pu parler du yoga, de l'hypnose, de la sophrologie, du toucher. À partir du moment où on touche, la relation change. Elles sont multiples. Celles qui viennent de l'extérieur, c'est autre chose parce qu'on attend la réponse de l'extérieur, mais on ne mobilise pas son écologie interne. On ne change pas véritablement, ou on risque de ne pas changer suffisamment. Et cette écologie interne, ce changement de comportement est absolument essentiel pour rester en bonne santé. Et pour imager cela, souvent j'utilise une phrase que j'appelle « la porte du changement s'ouvre de l'intérieur ». La porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Elle est fondamentale à mon sens dans notre vie personnelle comme dans notre vie professionnelle. Et donc faire des études de recherche, certes, mais je crois surtout que ces pratiques soignantes complémentaires, elles vont être diverses et on ne va pas les réduire à de la science, mais elles vont tenir compte de la culture des personnes. Les personnes, de par leur mode de vie, adhéreront davantage à tel ou tel type de pratique et ce sera très bien, en particulier si elles se sont mobilisées. Et donc ce travail personnel va être important. Je ne parle pas des aspects collectifs parce que je ne peux pas tout envisager. Et ça, c'est donc ce que je vois dans les actions. Je n'ai pas le temps de parler de à quel point j'ai été séduit par les plateformes que met en place SPS avec le Numéro Vert qui a manifestement beaucoup de succès, des ateliers, donc de tout un travail qui est fait. Mais si je passe maintenant pour avancer dans cette conclusion qui va être trop rapide et peut-être dite trop vite, et je m'en excuse pour ne pas vous bloquer trop longtemps, dans le futur, si tout ce travail qui est essentiel est fait, eh bien, il y a quand même la nécessité d'une revalorisation de la relation soignante par rapport à la technique. Et si vous pouvez passer la diapositive suivante, quand on met ensemble les différents soignants, on n'est plus isolé, on retrouve une personne humaine et ça donne du sens. Or, le terme sens a été souvent prononcé aujourd'hui, il est capital. Et pour ce faire, il faut de la cohésion, il faut de la cohérence, il faut créer du lien, il faut le faire en équipe, cela a été dit en particulier par le docteur Lévy, qu'elle soit médicale ou paramédicale, et c'est un ensemble, il faut que ce soit habité. Actuellement, la relation de soins
est trop désincarnée, trop déshabitée. L'image du soignant n'est pas si positive que cela toujours, en particulier dans le domaine scientifique, et on voit les dégâts qui ont pu se passer ces derniers mois avec la Covid-19, où on a beaucoup relativisé nos connaissances, parfois à juste titre, mais parfois à tort. Et donc, cette cohérence, cette cohésion, accompagner, créer du lien, c'est essentiel. Accompagner, c'est être celui qui permet à la personne de changer. Les termes ont leur importance. Et ça va se faire évidemment avec bienveillance, avec empathie, avec une attention à l'autre, avec de la confiance. Et ça nécessite de l'autonomie. La personne qui, quand je dis la porte du changement s'ouvre de l'intérieur, eh bien c'est la personne qui décide de changer ou pas, qui ouvre sa porte ou pas. Et ce n'est pas ce que dit le soignant. Alors, on est bien au-delà de la santé du soignant, mais ça en fait partie à partir du moment où le soignant va retrouver davantage de sens à son métier, eh bien, il ira mieux et les personnes qu'il a prises en soin, eh bien, iront également beaucoup mieux. Cette relation, pour terminer, soignante, elle doit être revalorisée. J'ai entendu que la rémunération n'était pas tout, mais c'est tout de même très important. Et c'est un universitaire qui parle, qui ne fait pas de secteur privé et qui n'a pas fait de secteur libéral. Actuellement, si on ne prend pas véritablement en compte la nécessité de revaloriser, y compris sur le plan financier, ça donnera aux soignants davantage de temps pour parler et être en relation avec la personne. Eh bien, je pense que les réformes à venir seront probablement, malheureusement, un échec. Donc, revalorisons la relation soignante entre le soigné et le soignant et bon vent à SPS. Je souhaite qu'ils continuent à fédérer les actions qu'ils ont déjà mises en place et je vois autour de moi telle ou telle action qui se met en place et à mon avis, il serait bon qu'ils s'associent ou qu'ils s'unifient avec SPS pour continuer à progresser dans ce que nous souhaitons tous. Je vous remercie.